Et c'est vrai que on n'a pas encore parlé dans l'émission depuis la rentrée de jeux vidéo engagés. Du coup, merci Julien et Dimitri d'être là aujourd'hui parce que avec Dolos, on est servi, je crois. Oui, beaucoup de choses à dire. Donc Dolos, pour que je le présente et on va voir si je le présente bien, on est sur un jeu qui va de loin beaucoup faire penser à des épisodes de Black Mirror, puisque ça nous met dans la peau de quelqu'un qui utilise un logiciel d'entreprise dont le but est de définir l'avenir de gens d'après les informations qu'on a complètement récupérées des réseaux sociaux et de leur vie numérique finalement. Ouais. On a un jeu narratif qui va nous proposer soit de jouer le jeu de cette entreprise, soit au contraire d'essayer de montrer une forme d'empathie, mais en collectant peut-être encore davantage de données. Et voilà, on se retrouve dans cette espèce de posture où nous, il faut qu'on garde notre taf. Exactement. Il y a ça aussi. Et il y a tout à fait ça. On n'a pas encore parlé d'ailleurs, je viens d'y penser. C'est bon, on a un travail et le game over, c'est se faire virer. Enfin, c'est de ne plus. Enfin voilà, c'est quand tu n'as plus de points d'expérience, c'est un peu l'équivalent des points de vie dans un jeu vidéo. C'est le game over. Donc ouais. Il faut que tu restes. Enfin, il faut que tu gardes ton emploi, un minimum. Et c'est là où on se retrouve dans des postures que il y a des gens qui nous écoutent qui ont peut-être connu, c'est-à-dire de se retrouver soit dans la posture de quelqu'un qui sait qu'il y a une injustice, mais qui peut pas non plus trop l'avancer parce que il faut garder le taf et que c'est le patron ou la patronne qui gère ça ou la chef ou bref. Et de l'autre côté, on a aussi potentiellement le moment où la chef ou le chef lui se retrouve dans cette posture-là où elle se retrouve dans le truc de vous dire je suis d'accord avec toi, c'est juste que là je peux rien faire, sinon c'est moi qui saute. Ouais, tout à fait. Voilà, donc on se retrouve dans une posture très intéressante, dans un jeu narratif qui est assez fourni. Julien a pu... La souffrance se voit sur mon visage. Horrible, on va lui donner une position de martyr, le pauvre. Ah ouais, et puis la grande question existentielle, c'est comment est-ce que vous en êtes arrivé, puisque en plus on parle d'un jeu dont le temps de projet se situe en mois, alors qu'on est de loin, ça pourrait penser pour un jeu très rapide parce qu'on a surtout des écrans d'application finalement. Vous avez singé une application, mais par contre, on se retrouve quand même avec un jeu qui vous a pris plusieurs années. Moi, ce qui m'intéresserait déjà pour commencer, c'est d'où est-ce que vous venez, Julien et Dimitri, pour finalement avoir commencé un projet qui a quand même une source d'engagement assez, alors pas politique, mais quand même. Au début, juste, petite anecdote, on cachait le mot politique, on avait un peu honte. Enfin, c'est pas qu'on avait honte, on disait en mode, oh là là, ça, si on met politique, ça va être niche. Mais en fait, finalement, on assume totalement aujourd'hui. Ok. Avec le mot narratif. Donc thriller politique, ça va super bien, je trouve. Enfin, moi, j'ai jamais tellement eu trop de difficultés avec le mot politique, mais c'est parce qu'en fait, dans la sphère, dans le champ vidéoludique, il y a une petite connotation, et surtout, je pense qu'il y a une connotation parce qu'il y a une confusion entre jeu politique et jeu militant. Tout à fait. Tout à fait. Et on s'attend pas forcément à ce que ce soit aussi nuancé que ce sur quoi vous avez travaillé vous. C'est-à-dire que politique, on s'attend à une espèce de message uniforme. On s'attend à ça, et on s'attend aussi à, peu de liberté peut-être dans le joueur, la joueuse qui joue, en fait, qui subit le message, qui prend le message et qui l'accepte ou pas, mais qui ne peut pas, qui a peu d'options pour s'exprimer dans le jeu, si ce n'est, typiquement un jeu de parti politique où on retrouvera ça, tu vois. À l'opposé de ça, selon moi, je retrouve un peu le jeu, nous, on nous a enseigné un genre de jeu qui s'appelle l'art game à l'université Paul Valéry, qui est un genre très intéressant, parce que justement, tout le but du jeu, c'est de comprendre le message. Donc au début, tu ne sais pas trop où le jeu veut t'amener, mais c'est vraiment tout le déroulé qui fait qu'à la fin, tu te dis, ah, ok. Et le seul souci par rapport à ça, dans le cas extrême, vraiment, c'est-à-dire en gros, si vraiment tu captes pas ce qui se passe, c'est vraiment que t'as pas les codes. Donc c'est un peu trop élitiste. Enfin, la dérive potentiellement trop élitiste, si jamais c'est pas suffisamment bien maîtrisé là-dessus. Et donc du coup, nous, l'intérêt c'était de se placer entre les deux un peu, d'essayer de trouver un bon curseur pour attirer un maximum de gens, voir que c'est pas si intellectualisant. C'était souvent un truc qu'on disait au départ, tu sais, c'était pas trop que ça parle de sujets politiques, mais que ce soit pas trop intellectualisant pour autant, que l'approche soit relativement accessible, avec une narration de la vie d'un travailleur de tous les jours qui juste doit gagner de l'argent pour pouvoir payer son loyer, grosso modo, c'est ça, voilà. Et voilà, et donc on prend cette porte d'accès là en fait pour aborder les sujets du jeu à travers le travail finalement. Et d'un point de vue de votre historique, on va commencer par toi, Julien. À quel moment est-ce que
Voilà, quelle est ta formation? Comment est-ce que tu en viens à travailler sur Dolos? Au départ, moi j'ai fait des études de sociologie à Bordeaux, parce que je suis d'origine bordelaise, comme Dimitri d'ailleurs. Comme moi. Pur hasard. Et donc du coup, oui, j'ai fait une licence socio, j'ai ensuite commencé un master. Au départ, je pensais aller dans la recherche. Mais les places sont très chères en sciences sociales, donc faut être très motivé pour ça. Et en plus de ça, la sociologie, c'est un champ qui est un peu hermétique dans le sens où les politiques s'en servent pas tellement, ou alors c'est un petit peu intégré, mais disons qu'on a parfois un petit peu l'impression de dire des choses et que c'est reçu par personne. Donc moi, ça m'avait un peu déstabilisé parce que je voyais pas vraiment en fait l'intérêt si c'était juste pour en parler dans des colloques avec des collègues, quoi. Et donc, comme j'ai toujours été aussi très attiré par la création artistique, j'ai écrit dès mon plus jeune âge des trucs de qualité très divers. Mais et donc du coup, et aussi très très intéressé par le jeu vidéo. Depuis tout petit, je me suis dit peut-être que justement essayer de faire passer ces concepts-là, ces réflexions-là à travers une pratique artistique serait peut-être un peu plus intéressant. Et donc du coup après je suis allé à Montpellier, donc à la fac de Paul Valéry, qui permettait de faire ce pont entre des études en sciences sociales et du game design, voilà. Et après ça a été l'année où il y a eu aussi des manifs assez importantes avec la réforme de l'accès à l'université, tout ça, et où du coup il y a eu des réflexions, et c'est là où en fait l'idée de Dolos est venue. En plus aussi c'était à l'époque où moi je regardais beaucoup Person of Interest, ce genre de choses qui parlaient d'intelligence artificielle, de surveillance, tout à fait, et pareil de régulation sociale aussi, mais par un autre biais, quoi. Voilà, donc du coup c'est ce mélange-là à créer le concept de Dolos, et puis après je l'ai proposé à Dimitri de venir sur ce projet parce qu'on n'a pas eu trop l'occasion de bosser pendant l'année ensemble sur des projets, malheureusement. Et finalement, voilà l'historique un petit peu de moi d'où je viens et de pourquoi ce jeu-là, quoi. Ok. Pour moi, du coup, parcours assez hybridesque. J'ai commencé d'abord, je vais aller un peu vite, mais j'ai commencé d'abord en administration économique et sociale à Bordeaux. Ça n'a pas très bien marché. C'était un bac ES+, ça ne me convenait pas. En fait, je me suis longtemps cherché. Voilà, je suis parti sur Angoulême faire un bac SRC, un bac n'importe quoi, un DUT SRC. Maintenant, c'est MMI. Donc, c'est un truc un peu, orienté communication visuelle. Donc, infographie, un peu de développement, un peu de communication aussi. Assez orienté technique quand même pour le coup, et en fait le jeu vidéo pareil, j'ai un peu la même relation avec Julien sur le jeu vidéo, mais à la différence que juste à ce moment-là j'étais en train de me dire ce sera un loisir, quoi. Ça sera juste un loisir, et en fait la création est venue au fur et à mesure de par les compétences que j'ai acquises, et j'ai de plus en plus pris la confiance en moi, un peu le syndrome de l'imposteur. Je pense que ça parle à beaucoup de gens, mais voilà, c'est venu un peu de pierre en pierre. Je suis passé graphiste et je me suis dit tiens, le graphisme dans le jeu vidéo ça peut être intéressant. Je me suis retrouvé en licence professionnelle de jeu vidéo à l'université Montpellier, donc en fait Montpellier 3, à Paul Valéry. Et ensuite le master, c'est là que j'ai croisé Julien. Le master a une portée un peu plus critique, un peu plus recherche. Et là tout de suite, ça m'a complètement matricé, mais sans aucune honte. J'ai vraiment beaucoup plus bouquiné qu'avant, et je me suis intéressé au game design. Et en fait, finalement, dans Dolos, quand j'ai rejoint Julien, en fait, il y a vraiment eu un côté, une fusion, en fait, finalement, avec à la fois l'apport sociologique de Julien et le savoir-faire que je savais faire, le savoir-faire en communication visuelle, en game design qu'on a appris tous les deux, et voilà. Et une grosse partie game design qu'on pourra peut-être évoquer plus tard, mais sur comment faire un jeu, justement, engagé. C'est ta manière de le dire, mais en fait, voilà, vraiment Paul Valéry, en tout cas, l'enseignement de master à Paul Valéry nous a vraiment beaucoup aidé là-dessus. Dolos n'existerait pas sans ça, je pense, très honnêtement, parce qu'il y a vraiment eu des outils, des manières de percevoir le jeu aujourd'hui qui sont très différentes de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'industrie et qui peuvent beaucoup faire réfléchir, et nous, ça nous a vraiment beaucoup influencé. Pour avoir fait la licence pro aux jeux vidéo moi-même. Ok, je sais. Et oui. Alors peut-être que tu l'as dit, mais j'avais oublié. Et oui, c'est à l'époque le master n'existait pas à Paul Valéry. Ah, donc c'était vraiment au début. Et oui, on est sur 2009-2010. Première génération. Bien sûr. En fait, je sortais d'études de communication marketing. Okay. Et donc, à chaque fois dans les licences, il y a, alors à la base, il y avait quelqu'un qui incarnait un peu la logique marketing, de sorte à avoir, puisque le marketing
pique tellement d'outils partout, y compris en sociologie, en appelant ça du marketing, que c'est super intéressant d'avoir le point de vue recherche, d'avoir le point de vue usage, avec du coup quelqu'un qui peut être cette voix du marketing en disant alors ça en marketing ils vont appeler ça comme ça, faites gaffe, ça va se passer comme ça, et c'est comme ça que du coup j'ai pu être à Ubisoft sur le voilà c'est voilà historique. Et donc du coup, c'est ton interview en fait. Non mais la pièce qui tombe de se dire que on a tous connu cette partie-là. Paul Valéry, là où ils sont très très forts, c'est qu'effectivement ils ont cette vision très recherche du jeu vidéo, mais c'est aussi c'est pas simplement recherche pour le plaisir de rechercher. Je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est aussi la recherche du sens. Le sens visuel et le sens narratif. Tout à fait. Et finalement le sens même de l'existence du jeu que vous êtes en train de créer. Exactement. Pourquoi est-ce que vous faites un jeu et pourquoi est-ce que les gens y joueraient? Et qu'est-ce qu'ils en retiennent s'ils devaient parler de votre jeu à quelqu'un d'autre? C'est quel est le champ lexical qu'ils vont utiliser, etc. Tout à fait. En fait, je sais pas si tu veux que je détaille ou quoi, mais voilà, en fait, c'est un peu articulé sur, on va dire, beaucoup sur le sens des mécaniques, parce qu'effectivement, les mécaniques ont un sens. Un auteur notamment qui est beaucoup utilisé dans la formation, c'est Ian Bogost, qui a notamment fait un livre qui s'appelle Persuasive Games. Et un de ces concepts, c'est la rhétorique procédurale, qui est une grille de lecture en fait sur les jeux, à la fois pour les créateurs le créateur créatrice que pour les joueurs et les joueuses. Et justement, la manière de voir que chaque mécanique que chaque mécanique a un sens, qui peut être intentionné ou pas. Voilà, c'est ça qui est assez intéressant. Tu peux aussi t'en faire une lecture à toi quand tu vois les Sims, et du coup tu dis le Sims, tu joues aux Sims, c'est sympa, c'est un jeu de gestion, mais ça peut aussi véhiculer des modes de vie, par exemple. Ça, c'était un des exemples parmi 1000 autres qui sont cités. Bon bref, c'est un peu long, mais effectivement, c'est en fait, on aborde le jeu par le fond, plus que par la forme. La forme arrive après. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui un peu résume de manière générale Paul Valéry, parce que du coup, on pense avant tout à ce que l'on veut dire. La sociocritique est très, très importante dans la Master 2, du coup, faire en lien avec la société contemporaine. Donc, si tu as envie de dire un truc dans un jeu, vas-y, dis-moi quel est ton problème, tu vas le problématiser, tu vas en faire une recherche, un mémoire, mais tu vas aussi faire une création, vu qu'on est dans un Master art plastique, du coup, c'est un peu le pont entre la recherche et la création aussi, quoi. Nous, le hard game, notamment. Hard game, c'en est c'est une des versions potentielles. Il n'y a pas que ça. Heureusement. Mais voilà, non, parce que juste, effectivement, c'est peu de gens connaissent malheureusement. Je trouve que c'est un très bon exemple. C'est bien que ça existe. Voilà, si jamais la Mole Industria, c'est un groupe de jeux et de créateurs je crois italiens, qui ont fait plein de jeux hard game justement dans ce genre-là. C'est souvent très court, le message est très clair, finit par l'être, et c'est très intéressant. C'est une manière vraiment, en fait, c'est inspirant. En fait, c'est ça qu'il faut dire. Mais tout autant que peut l'être aussi certaines manières de faire le serious game, ou comment faire. Il y avait le Game for Change à l'époque. Maintenant, on va plus parler de ARG, donc de jeux à réalité alternative. Et voilà. C'était aussi des choses qu'on a voulu dépasser, parce que tu parlais justement des hard games et de la Mole Industria, c'est que là parfois on peut aussi tomber un petit peu dans les affres de ce genre de démarche, où justement tu vas avoir quelque chose un peu plus déjà on prêche des convaincus, et puis surtout avoir une approche qui est presque plus moralisatrice qu'autre chose, mais aussi qui dépend du fait de la taille des jeux qui sont très petits, etc., donc qui donnent pas beaucoup d'espace à la nuance ou à la réflexion un peu plus large, quoi. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on a voulu dépasser, et qu'on a voulu dépasser de fait par l'envergure que prend Dolos. Exactement. Après, c'est vrai que ce que Paul Va nous a appris, c'est surtout la démarche de création qu'on a nous derrière Dolos. C'est-à-dire que il y a 2 ans, quand on avait fait comment ça s'appelle le truc là qui n'existe plus maintenant, Indiecade, le festival, non, c'était à Rennes, Stunfest. Il y avait une interview justement là-dessus, on avait posé la question, qu'est-ce qui était venu en premier, le game design ou le narrative design? Je m'étais retrouvé un petit peu embêté pour dire les deux en même temps. Oui. Parce que vraiment, en fait, la démarche qu'on a eue nous, c'est la question de départ, et qui était venue durant cette mobilisation, qu'est-ce que ça pourrait donner un système d'espèce de parcours du futur 2084. Tout à fait. Et on avait imaginé cette idée-là, et après, on s'est mis autour d'une table, et alors comment on fait pour le faire jouer? Donc on a un tel système, qu'est-ce qui peut être intéressant en tant que joueur de jouer ça? Mais du coup, on va jouer peut-être l'opérateur plutôt du système, comme ça on le met vraiment au centre du dispositif, ok. Et après, on imagine
les différentes phases pour la sélection, quel type de jeu quel type de boucle de gameplay on va mettre en place, quel sens est plus intéressant suivant le genre de jeu qu'on va utiliser et qu'on va reproduire dans ces boucles-là pour faire passer tel ou tel message, ou pas tellement tel ou tel message, mais telle ou telle sensation, telle ou telle émotion, telle ou telle réflexion. Et après aussi, c'est là où vient tout l'habillage. On en a parlé dans l'épisode précédent, par exemple, dans l'espace de bureau virtuel. Le fait qu'on mette en avant des outils de monitoring pour voir si tu travailles bien, ton compte en banque, le anti-procrastinator pour t'orienter. Ah oui, non, là, t'as des jeux, mais ils sont bloqués pour le moment, il faut que t'ailles taffer. Oui. Et tout ça, en fait, fait un bloc qui fait que, du coup, on est plongé dans quelque chose qui nous paraît crédible et dans lequel on se projette et qui, du coup, aussi est vecteur d'émotions quand après on est confronté à des histoires personnelles. Et qui du coup coûte beaucoup plus de temps à faire qu'un hard game qui en général est produit en quelques jours, etc. En fait, on n'est plus tous sur les mêmes calibres pour le coup. Et c'est pour ça que c'est très compliqué. C'est très rare de voir ce genre de démarche qu'on fait nous dans d'autres. On en voit. Je pense à mes collègues qui font des super jeux. Je pense à des gens qui sont comme nous dans des situations un peu similaires. Mais en général, les éditeurs vont plus réfléchir par rapport à ce qui fonctionne déjà. Là où, comme l'a dit Julien, nous, ce qui fonctionne déjà, et ça arrivait un peu après. D'abord, on avait avant tout l'intention, comment véhiculer à travers le récit, et après seulement se sont greffées finalement les choses qui se disent ça j'ai déjà joué j'ai déjà connu ça dans tel jeu, ça fonctionne bien, on va le mettre, ça pourrait bien correspondre à ce qu'on veut faire à ce moment-là dans le jeu. Bref. Puis après on sait pas si descendant que ça non plus, c'est-à-dire qu'il y a des retours arrière. On a fait des playtests et on a aussi exactement. Le jeu était beaucoup plus gros avant et ça pourra peut-être aussi transitionner, mais par rapport au fait que ça fait 5 ans, il y a vraiment le jeu a connu plusieurs versions et on s'est un petit peu, on n'est que 2 à temps plein à travailler sur le jeu. Il y a beaucoup de personnes qui nous aident de temps en temps, par rapport à la musique, par rapport Julien parlait des cinématiques en prise de vue réelle, ça c'est typiquement donc des gens qui nous aident, on va dire de manière, de temps en temps, quoi. Mais oui, vu qu'on n'est pas nombreux, il y a eu pas des sacrifices, justement, un peu des choses qu'on aurait dû se rappeler plus rapidement, que Paul Valéry nous avait bien appris, de essentialiser le game design sur certains aspects, se rappeler, finalement, on peut faire passer la même chose des fois en faisant des choix un petit peu drastiques sur le... Et puis, franchement, ça fonctionne très bien, et je pense qu'on n'est toujours pas lucide sur la durée que va être le jeu, mais ça risque d'être assez long quand même, hein. On disait... À la base, on disait, 5 heures, mais à mon avis, on va vraiment beaucoup plus se rapprocher des 10 heures, tellement il y a quand même un déroulé assez conséquent, quoi. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai testé Dolos, c'était à la journée des auteurs de jeux. Là, parfait exemple. Voilà, c'était, je crois, il y avait, j'avais co-créé du coup Sudpixel, le groupement professionnel, et en fait, il se trouve que effectivement, on s'était retrouvé avec le Gazette Café en partenaire pour la 2e édition, puisque la première édition avait bien marché, il y avait 400 visiteurs. C'était un truc, c'est-à-dire sans vouloir, c'est encore maintenant. C'est la fierté. Disons que encore maintenant, les événements jeux vidéo publics comme ça, hormis si c'est des gros salons subventionnés, etc. Nous, on a eu 400 visiteurs sans subvention. Oui. Et ouais, c'est à l'époque Métropole, tout ça, c'était pas très très. Ouais. Et donc on s'est retrouvé quand même. C'était Marcus de Game One qui nous avait parrainé un petit peu. Bref. Okay. Mais effectivement, c'est là où je vous avais vu pour la première fois. Enfin, pour la première fois, non, mais on s'était croisés. Oui. Mais avec le jeu, quoi. Mais avec le jeu. Et on est sur du 2019. Ouais, c'est ça. Mais là, c'était vraiment une des séquences du jeu de gameplay, uniquement sans narration. Oui, il n'y avait pas de narration. C'était trop bien. Juste le moment où on récupère des données, et on sélectionne les candidats. Et c'est là où aussi on a vu le fait de l'ancrer comme ça dans le réel fonctionnait très bien, parce qu'en fait, là, du coup, il n'y avait vraiment pas de narration que dalle. Ouais, il y avait quand même des réponses émotionnelles assez fortes. Et je me rappelle notamment Dune. Parce que là, on avait notamment les informations qu'on pouvait recouper. Il y avait déjà des informations déjà disponibles dans les profils des différents candidats, mais les trucs qu'on pouvait récupérer, c'était par exemple les journaux que lisaient les candidats, quoi. Et pour le but en fait du truc, c'était on va essayer de tricher un peu pour que ceux qui ont une plus grosse note permettent de faire passer ceux qui ont une note plus faible. Tout à fait. Et je me rappelle très bien de ce moment où il y a une jeune fille qui jouait à ce jeu-là, enfin à cette partie-là, pardon. Et donc qui y avait un candidat avec une super note qui permettait donc de faire passer des candidats. De tirer plein de gens vers le Mais elle s'était aperçue parce qu'on n'avait pas encore anonymisé les noms de gens à cette époque-là, mais que ce candidat-là lisait Valeurs Actuelles. Et elle était horrifiée à l'idée
de prendre ce candidat, ce qui pose aussi d'ailleurs des questions éthiques de fait. Bien sûr. Mais alors qu'elle voulait aussi aider des candidats qui étaient en dessous, mais qu'elle était obligée de prendre lui pour tirer la moyenne vers le haut et du coup faire passer tout le monde à travers les mailles du film. Et elle se prenait littéralement la tête, mais juste avec ce petit aspect-là, parce que là il y avait vraiment pas de narration, pas de dialogue, il y avait rien du tout. Et du coup il y avait plein d'interprétations différentes. Donc des gens se posaient la question de mais vous faites une proposition de simulation pour le gouvernement, mais vous êtes en train de mais c'est trop bien, l'aspect big data, il faut le développer, vous pourrez proposer aux entreprises. Et il y en a d'autres qui ont dit je crois qu'effectivement ce jeu essaie de nous sensibiliser potentiellement sur la technologie. Voilà. Donc, mais en vrai, nous, en voyant ça, on s'est dit, en vrai, pourquoi pas, parce que après, la narration suivra cette liberté-là. Si jamais tu t'intéresses pas aux voies alternatives, tu peux continuer sur de l'os et du coup, te faire une idée du jeu. Même si après, je pense que avec le recul, tu regardes à peu près toutes les critiques qu'aura le jeu. Je pense quand même que la perception sera une interrogation générale sur la technologie, quoi. Donc, grosso merdo. Justement, par rapport à ce que tu disais, Julien, sur ton parcours en sociologie et avec l'idée de, surtout, pour travailler en éducation média, on a quand même une difficulté à faire comprendre certains faits ou certaines nuances en sociologie vis-à-vis d'idées reçues très forte et très soutenue, notamment dans la sphère politique sur pas mal de sujets. Est-ce que l'entrée justement sur le game design, sur la création de jeux, ça t'a fait un changement de vision sur la sociologie, sur la façon de travailler la sociologie, ou est-ce qu'au contraire, il y a eu une application concrète des outils que tu avais déjà ? Moi, je vois plus comme une application concrète des savoirs que j'ai eus à travers la sociologie. Après, oui, ce que ça permet aussi, c'est en effet de transmettre ça et aussi de peut-être donner une incarnation un peu plus... c'est pas crédible le mot que je cherche, mais concrète vis-à-vis des personnages, la manière dont je les écris, etc. De vraiment leur donner un background social important et qui tout de suite fasse penser à quelque chose qui corresponde à des vécus et des vécus que j'essaie de faire le plus large possible. En mai dernier, pour l'anecdote, on avait participé donc à la Ludonarracon et il y a eu quelques streams et notamment il y avait un streamer américain qui avait fait ça. Et l'un des trucs, nous, qu'on avait eu beaucoup, et notamment chez les éditeurs français, je citerai pas de nom, mais qui disaient beaucoup, votre truc là, à l'international, ça se vendra jamais, je veux dire, ils voyaient plus ou moins le truc un peu Parcoursup, etc. Personne ne connaît Parcoursup, personne n'a la ref, alors à l'intérieur, on s'en fout, et donc ce streamer-là donc joue au jeu, etc. Et il était complètement subjugué. Et à un moment, il lit la fameuse biographie de Sophie Duranté. Pardon. Ah oui, en plus, oui. Et il s'arrête devant la caméra et fait « C'est exactement ma vie. » Ah ouais. Et là, oui, évidemment, il y a un petit côté un peu jubilation, mais on se dit on fait quelque chose qui touche. Et bon, après, il y a aussi le fait de se dire que parfois, il y a des gens qui n'ont pas voulu voir ça, notamment au niveau de l'édition et tout. Et qui n'ont pas été très ouverts sur la question-là. Bon, après, c'est pas très grave, mais de voir justement que malgré les frontières, etc., il y a des choses comme ça qui arrivent à s'inscrire dans des parcours. Et je pense que la sociologie nous aide beaucoup là-dessus. Et aussi parfois des propres perceptions qu'on peut avoir, où on s'imagine que les débats qu'on a en France sont très franco-français. Alors que par exemple, sur tout ce qui est budget en ce moment, il y a les mêmes problèmes aussi aux États-Unis, sur l'économie, etc. C'est des perceptions et des débats qu'on a un peu partout dans les économies libérales, partout dans le monde. Alors effectivement, sur un sujet comme ça, il y a pas mal d'éditeurs en plus avec le resserrement de l'industrie du jeu vidéo. Il y a pas mal d'éditeurs qui vont être assez frileux à aller explorer un sujet comme ça. Donc ma question elle va plutôt se tourner du côté de votre perception du public. Vous avez souhaité un message nuancé, que les gens puissent retirer en fait ce que eux retirent par rapport à leur expérience, par rapport à est-ce que il y a parfois un côté frustrant à ce que la personne, entre guillemets, ne comprenne pas, ou est-ce que vous êtes satisfait à partir du moment où il y a le questionnement ? Est-ce que vous êtes satisfait à partir du moment où la personne se pose la question, ou est-ce que vous êtes satisfait de la réponse ? Disons que
bon, moi j'ai envie de dire que ça nous appartient presque plus à ce niveau-là, mais quand même on a un peu notre... Enfin c'est pas qu'on a notre droit de veto ou quoi que ce soit, c'est juste que nous on a notre propre perception sur le déroulé d'Andolos, etc. Je pense qu'on a chacun un peu notre fin préférée, bien sûr. Après, vu que, comme tu l'as dit, c'était pas enfin que c'est nuancé de base, etc. L'interrogation fonctionne... Enfin pour moi c'est un peu ce que... Enfin on a autant vu un professeur d'université qui pratiquait un peu l'exutoire, un petit peu l'exutoire en fait avec notre jeu, parce que justement c'était le jeu lui laissait la possibilité, c'est Alexis Blanchet pour info d'ailleurs, coucou à lui si jamais il écoute, qui juste avait pratiqué justement le jeu et qui justement en avait un peu une sorte de satisfaction parce que ça lui laissait des choses que la vraie vie ne lui laisse pas faire, typiquement prendre plus de gens, etc. Là où on avait effectivement des comportements beaucoup plus technophiles, enfin en tout cas vraiment appliqués sur l'optimisation, parce qu'il y a un aspect un petit peu stratégie-gestion dans le jeu, et c'est pour ça que le côté hybride peut aussi fonctionner là-dessus, c'est qu'il y a des challenges in-game, il y a plein de choses qui permettent de diégétiquement pouvoir aussi trouver du plaisir dans la manière de scorer. Du coup, c'est très variable. Moi, je te dirais juste que oui, du moment que ça interroge. Après, si les idées politiques sont vraiment très différentes donc en fait des nôtres, et qu'elles en font un message public qui vient complètement aller à l'encontre de ce que nous on voulait, on se défendra publiquement, mais on veut pas pour autant frustrer les interprétations, on veut vraiment laisser libre à la réflexion, quoi. En tout cas, juste pour compléter, honnêtement, en fait, de toute façon, les fins, la manière dont on les a établies, vise surtout en fait à. Moi, j'espère en tout cas que la fin que moi je considère comme étant la bonne fin ne sera pas la même bonne fin que d'autres, etc. Exactement. Parce que chacune des fins, il y a des choses bonnes à prendre, des choses mauvaises. Donc chacun se positionnera vis-à-vis de ça. Et en fait, le but du jeu n'est pas tellement de dire faut faire ci ou faut faire ça, mais plutôt d'ouvrir quelque part le débat autour de ces questions-là et de nourrir un peu la conversation ou la réflexion, très humblement. Hein. Mais on n'est pas du tout dans une démarche de venir expliquer, je veux dire, qui je suis pour faire ça, quoi. Donc, on est une œuvre culturelle, en fait. En tout cas, merci beaucoup Julien et Dimitri pour ces éclaircissements. C'est vrai que c'est pas évident d'avoir des jeux qui sont engagés et qui travaillent là-dessus. En tout cas, j'espère vous retrouver très bientôt pour pouvoir parler de ce type de jeu, parce qu'il y a tout un genre en plus à explorer avec des références absolument incroyables. En attendant, je vous souhaite une super fin de journée et puis à bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt.